Donc on va reprendre et pour introduire la conférence de Monsieur Borst, on va vous proposer 2 petites vidéos pour incarner aussi la réalité du terrain. Donc 2 établissements, une école et un collège qui ont accepté de donner à voir ce qu'ils essayent. Et ce n'est pas une démarche qui est évidente quand on est enseignant que de partager ce que l'on fait, ce que l'on tente dans la classe. Donc on va vous laisser regarder ces 2 vidéos. Il y en a une qui est sur le format de la capsule. Et l'équipe qui a monté cette capsule et que je remercie sera présente cet après-midi dans les stands. Vous pourrez aller les rencontrer. Et l'autre dans le primaire, dans une école à Neuilly-sur-Marne, voilà, autour de l'usage des échecs. Donc je lance les 2 vidéos, donc ça va faire un petit quart d'heure de vidéo. Et ensuite, Monsieur Borst réagira et développera son intervention sur ce qui se passe dans le cerveau des enfants. Sie sprechen Deutsch. Vamos a comenzar a jugar con los números, ¿vale? Vamos a comenzar a jugar con los números. Cerrad los cuadernos, por favor. Y todos de pie. Vamos. ¿Listos? ¿Sí? ¿Podemos comenzar? ¿Podemos comenzar, sí o no? Sí. Sí, perfecto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, perfecto, muy bien. Podemos aplaudir a todos que están de pie porque está muy bien. Bien, perfecto. Les jeux en classe nous permettent d'apprendre tout en s'amusant, Nous entraînent à communiquer avec les autres. à voir le vocabulaire de façon ludique sans s'en apercevoir. Et nous facilitent les révisions chez nous. J'aime beaucoup ce temps de jeu car cela permet de réviser de manière ludique et motivante. De plus, les jeux sont adaptés en fonction des besoins et niveaux de chacun. Je trouve cela bénéfique car ils permettent d'associer une action à nos leçons et de nous créer une image mentale. Je trouve que ce temps de jeu est bénéfique parce qu'il nous permet de nous remettre, enfin plutôt de nous mettre en allemand pour faire en sorte que ce ne soit pas brutal, avec justement une manière ludique de nous remémorer notamment les leçons et tous les points de grammaire ou de conjugaison qu'on a appris précédemment. Donc je pense que c'est vraiment une bonne façon. Ce temps de jeu est bénéfique car il nous permet de réviser avant le cours et comme ça on déstresse de l'atmosphère qu'on a avant et on se dit ok ça va, tout va bien se passer et ça ira. Pour résumer rapidement nos impressions sur l'utilisation du jeu, on peut dire que les élèves apprennent sans s'en rendre compte. L'aspect ludique permet de procurer du plaisir aux élèves et l'apprentissage est facilité. L'erreur est dédramatisée, il n'est pas grave de se tromper dans un jeu. Donc la participation, ça a un impact très positif sur la participation. Les élèves timides participent davantage dans les phases de jeu et progressivement, il y a une notion de confiance qui s'instaure.
Les élèves qui sont plus effacés en classe et en cours traditionnels sont actifs pendant les phases de jeu. Il y a un effet de cohésion sur la classe, notamment lors des jeux collaboratifs comme les escape games. Et on travaille aussi les règles de vie en collectivité. Il y a quelques points négatifs, notamment, il faut faire le deuil d'une classe sans bruit. Il y a forcément des manifestations de joie. C'est chronophage pour l'enseignant. Il faut penser, retravailler, adapter, imprimer, plastifier les cartes de jeu, les plateaux. Et c'est chronophage aussi dans la préparation pédagogique parce qu'il faut réfléchir à un temps de feedback et de réutilisation des connaissances que les élèves ont pu acquérir lors des phases de jeu. Il est aussi beaucoup plus facile de travailler sur le jeu quand on dispose de sa propre salle. Et nous nous sommes rendus compte aussi que la disposition en îlot nous est gagné du temps. Donc on travaille toutes les 3 en îlot. Mais qui c'est qui peut me dire on ne perd jamais? Pourquoi? Qui c'est qui peut me dire oui? Voilà, qui c'est qui l'a dit ça? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui a dit ça. Et moi je vous le redis à chaque fois. Je vais peut-être leur parler. Ah oui, bah allez-y, oui. Bonne partie à toi. Parce qu'en fait, après ils ont plus trop de choix, ils peuvent pas aller plus sur le côté. Donc là t'as plus que une ou deux possibilités. Et encore là tu peux même pas y aller à cause de mon truc. Donc au maximum, il va falloir revenir. Les cavaliers, ils aiment bien regarder vers le centre. Ils sont beaucoup plus forts au centre parce qu'ils ont plein de place sur les cavaliers. Là, il faut que tu vois, j'ai ce qu'on appelle une marée de pions. J'en ai 3. Et toi, t'en as qu'un en face. Il faut qu'il y ait plus de pions en face. Il faut que tu ramènes du monde. Plus de pions. Ah! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Quelle est ton idée? T'as fait un échec à D'avancer les pions, d'accord. Donc le cavalier recule pour faire avancer les pions. D'accord. Ah non! C'est la cata! Il y a quoi? Il a fait pas. Sans faire exprès, j'ai voulu faire ça pour mon moto et là d'un coup il y a pas. Ah bah voilà! Cette ligne, on monte sur cette ligne. Avant de jouer, vérifiez bien que vous aviez toutes les pièces. Là c'est pour promotion, c'est ça? Allez, j'ai joué. Si t'es ici, ah, je suis ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Quelle maths on peut faire? Mais oui, le match de l'escalier. Là c'est propice au match de l'escalier. Donc là c'est simple maintenant. Où est-ce qu'elles se croisent les deux lignes où il y a les pions? Ici? Ah bah ici, ici. Si je vais là, tu me manges. Si je vais là, tu me manges. Si je vais là, tu me manges. Et si je vais là, tu me manges. Ouais, Tu m'as attrapé. Ça marche? Venez voir un coup et vous allez me dire ici, venez autour. Et vous allez me dire, regardez bien, Lucas a les noirs, c'est à Lucas de jouer. Quel coup peut-il faire pour manger une pièce? Quel coup peut-il faire pour manger une pièce? Il déplace une pièce, donc il a les noirs, il déplace une pièce, et là il peut en manger une. Après on peut vous donner un indice, ça s'appelle le nom de l'échec. Alors qu'est-ce que ça... Comment s'appelle cet échec? Oui. Bravo. Et ça s'appelle comment? Échec à la découverte. Très bien, l'échec à la découverte. Pourquoi? Regardez. En déplaçant la tour, sur quelle case? F7. Sur la F7. Qu'est-ce que l'échec à la découverte? Le roi est en échec. Donc il est obligé de sauver son roi, évidemment. Et que va faire Lucas du coup? Il va manger les Et voilà, c'est un très beau coup. Ça s'appelle l'échec à la découverte. Les échecs, c'est ma passion. C'est une passion. D'accord, carrément. Donc des fois tu es là chez toi et tu te dis tiens j'ai envie de jouer quoi. Ça te prend comme ça. C'est quelque chose d'important. Bon, bah, moi aussi c'était comme ça. Alors je vais te poser une question, qu'est-ce que justement tu ressens pour que ce soit une passion? Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues? Par exemple, quand je m'ennuie, je pense presque tout le temps aux échecs. D'accord. Et parce que tu t'ennuies jamais quand tu joues en fait. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas quand on joue. D'accord. Est-ce qu'il y a autant de stratégies au Monopoly qu'aux échecs? Non, pas pour toi. Qu'est-ce que c'est une stratégie pour toi? Puisque tu adores les échecs et que c'est un jeu de stratégie, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie ou une tactique? Par exemple,
Oui, vas-y, montre-moi. Il y a le fou ici. Tu veux que je mette un fou ici? Oui. D'accord. Tu vas manger comme ça et je te remange. D'accord. Donc là, tu as fait une sorte de stratégie, c'est-à-dire que quand tu as avancé le pion, tu savais qu'il était protégé par un autre. Oui. D'accord. Ça s'appelle, alors c'est important, ça veut dire anticiper, c'est-à-dire voir d'une certaine façon, voir le futur. C'est-à-dire voir les coups qui suivent. D'accord. Et quand par exemple tu es en classe, même si c'est un tout petit peu moins passionnant que les échecs, c'est quand même intéressant. Donc quelquefois on fait des problèmes de mathématiques, on fait de la conjugaison, on fait de la grammaire. Est-ce que par moment tu te dis, tiens, je devrais utiliser des stratégies comme quand je joue? Oui. Oui. Est-ce que tu te dis, tiens, je vais faire d'une certaine façon la même stratégie? C'est-à-dire que là, par exemple, tu as anticipé, tu as prévu à l'avance ce qui allait se passer et tu l'as très bien fait. Est-ce que quelquefois ça t'aide à t'organiser dans ton travail? Oui. Tu te dis là. Moi, tu m'as toujours pas dit ta pièce préférée du coup. La tour. La tour? C'est original. Et pourquoi la tour? Des fois, quand je joue au jeu de foot, et je fais comme la tour, je fais la passe sur les côtés, après je joue jusqu'au point pour faire la passe pour marquer. D'accord. Donc tu imagines le déplacement de la tour quand tu joues au foot? Oui. J'aime bien jouer aux échecs parce que je trouve que ça m'amuse et il faut réfléchir. C'est pas que des amusements. Et après, des fois, quand j'étais en CP, puisque je savais le nombre des échecs, je me disais, il y avait 19 plus 13, je me disais un pion plus un pion plus une reine. Je disais que le pion c'était 10 plus une reine, donc je disais ça et après je disais si le pion il était 10, j'allais mettre 10 avec l'autre pion qui serait encore 10 pour que ça fait 20. D'accord. Après j'aurais pris le fou et la reine pour les calculer ensemble pour me dire si je les prends et c'est la fin de la partie, les deux ça ferait combien et après je calculais avec ça. Donc tu utilisais la valeur des pièces pour faire des calculs. Oui. Ah ça c'est hyper original. C'est tout à fait étonnant. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu te dis tiens, d'une certaine façon, ce problème de mathématiques ça ressemble à des échecs ou ça ressemble à une situation de la vie ressemble à une partie pour toi? Oui, parce que quand je fais du basket à chaque moi j'aime bien faire des passes en diagonale comme le fou parce que comme ça après il pourrait encore me faire une passe et puisqu'il n'y a pas de défenseur sur les autres personnes, je fais des passes en diagonale comme le fou. D'accord, tu fais des stratégies au basket un peu comme aux échecs. D'accord, super. Tu as dit tout à l'heure que tu aimais bien jouer parce que ça te faisait réfléchir. Moi je connais plein de gens qui disent oh moi j'ai pas envie de jouer parce que ça fait réfléchir. Et toi ça te plaît de réfléchir? Oui, parce que c'est amusant et aussi ça aide notre cerveau à réfléchir en même temps. D'accord. Ok, super. Tu m'as pas dit ta pièce préférée, ça c'est important pour moi. C'est la reine parce que elle a le plus de points et on peut faire le match du couloir facilement si on a de reines ou de tout. Et est-ce que tu joues à d'autres jeux Oui. Tu joues à quoi? À des jeux plutôt il faut réfléchir, prévoir des coups. Tu as Comme des les exemples? échecs. Les échecs, mais est-ce que tu as d'autres jeux comme ça dans lesquels tu réfléchis, tu dois anticiper? Oui, un mille sabords. Mille sabords, on doit anticiper et essayer de prévoir ce que le dé va tomber. D'accord. D'accord, donc il y a une sorte de stratégie. Oui, stratégie. D'accord. Et d'autres jeux auxquels tu joues, soit à l'école, soit à la maison? Au ski de jeu aussi. Ski de jeu? Ouais. C'est plutôt, il faut calculer, mais tu sais pas quoi piocher et du coup, c'est un jeu où il faut réfléchir. Pour réfléchir aussi. Il faut réfléchir pour savoir combien est-ce qu'on a de chance de tomber sur cette carte, que si on a de chance de tomber sur cette carte. D'accord. Et tu préfères quand il faut réfléchir ou tu aimes bien aussi? Quand il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'apporte les jeux? Ça rapporte que ça fait développer mon cerveau, ça m'aide à gagner un peu plus, ça m'aide à développer mon cerveau pour essayer de prévoir mieux les choses. D'accord.
Donc un petit peu comme ça. Est-ce que ça t'est arrivé quelquefois dans la vie de te dire, tiens, bah, au lieu de m'énerver et de répondre tout de suite, je vais faire un petit peu comme dans les jeux, je vais d'abord réfléchir. Oui. Tu joues seulement aux échecs ou tu joues à d'autres jeux? Je joue au hockey sur glace. Du hockey sur glace? Tu le mets dans les jeux? Qu'est-ce qui fait plaisir dans une partie, à part de gagner? De jouer avec un copain et d'essayer de gagner. Est-ce que toi, dans la pratique, dans la classe, tu es directrice, est-ce que tu ressens une différence entre les élèves qui sont joueurs en général et ceux qui sont moins joueurs en général? Est-ce qu'il y a, vis-à-vis du respect des règles, vis-à-vis de la vie en société, de l'autonomie, on a vu des élèves très autonomes au début, est-ce qu'il y a une différence de posture des élèves en classe liée à leur pratique des jeux? Au niveau de l'autonomie, oui. Et au niveau aussi du développement du vocabulaire. Parce que les jeux d'échecs, on doit verbaliser. Même entre eux, ils verbalisent. Quand ils sont en situation d'apprentissage, on leur demande pourquoi tu mets ta reine là, pourquoi si tu fais ça. Et donc ils sont obligés d'expliquer. Donc au niveau du vocabulaire, ça leur fait énormément de bien. Donc ça, ce sont des élèves en général qui arrivent à mieux verbaliser. Ensuite, oui, pour l'autonomie, en CM1, ils peuvent prendre un jeu d'échecs et puis aller jouer quand ils ont terminé leur travail. En général, ce sont quand même de bons élèves, mais pas forcément. Alors j'ai un élève, là, Draman, lui, il a plus de difficultés à s'exprimer, mais par contre, il a une facilité dans le jeu incroyable. Lucas m'a déjà battu. Alors j'ai pas un très bon niveau, mais ça prouve l'évolution. Moi je suis heureuse quand justement ils m'apprennent des choses, ils me disent tiens on a fait ci et ça, c'est intéressant. Justement, puisque tu parles d'être battu et quelquefois d'être moins fort que les élèves, est-ce que, pour je dirais, dédouaner nos collègues et lever leur crainte, est-ce que tu penses que c'est un souci d'être moins fort que les élèves? Et deux, est-ce que tu penses que chez certains enseignants, ça peut constituer un blocage? Parce qu'en tant qu'enseignant, on n'aime pas toujours être en difficulté. Je ne sais pas, être moins bon que les élèves, non, enfin, pour ma part, je pense pas, parce que je pense que simplement il faut s'y mettre, c'est tout. Et on a envie d'apporter ça aux élèves, parce qu'au niveau autonomie, ici, en réseau d'éducation prioritaire, c'est surtout le lexique. Le langage, voilà, l'expression orale, parce que c'est vraiment de l'expression. Moi, c'est ça que moi, il faut que je les fasse parler. Moi, ce que j'aime, c'est de les faire parler. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as voilà. Et ça, c'est très important. Quand on n'a pas terminé de jouer, alors c'est vrai qu'au niveau calcul mental, c'est très bon aussi. Quand il n'a pas le temps de terminer une partie, c'est vrai qu'on comptabilise les pièces qui restent et c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Parfois, on utilise cette stratégie-là. Donc, c'est vrai que ça les habitue à compter. Ils savent, quand je leur dis par exemple, même quand ils sont petits, en CP ou CE1, par contre, je leur dis une tour et un fou, combien ça fait? Ah ben 5 plus 3, ça fait 8. Et quand on est en CP et puis qu'on le fait assez rapidement, là les enseignants voient la différence. De même le tableau à double entrée. Moi ils codent, c'est-à-dire qu'ils savent, quand je leur dis vous mettez le fou en E4, ils le placent directement en E4. Et ça c'est le tableau à double entrée. Et là les enseignants sont assez étonnés et contents du fait que justement ça fonctionne et que les enfants sont pertinents là-dessus. Donc là, on parle de gestes professionnels qui est de toute façon plus lié à l'enseignement finalement qu'à la pratique du jeu, puisque des tableaux à double entrée, on en a en classe et on les pratique souvent. Et justement, c'est peut-être là que nos collègues doivent être rassurés sur le fait que c'est pas tant la pratique du jeu qui est importante que justement le fait qu'il peut y avoir un objectif pédagogique derrière. Oui, je pense que je vais mettre au niveau des compétences dans les livrets, je vais insérer les compétences liées au jeu d'échecs dans le livret aussi, pour montrer parce que je trouve que quand même ça les aide énormément, ils progressent et c'est un plus. Voilà, 2 expériences. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Borst, qui va nous rejoindre et qui va justement montrer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau des enfants. Deuxième conférence de la matinée qu'on a intitulée Zoom préfrontal sur les pratiques ludiques pour faire référence à ce travail autour du cerveau. Monsieur Borst est directeur du laboratoire Lapsidé, associé à Paris Descartes, met en place un DU sur
la neuroéducation auquel j'ai participé il y a maintenant 3 ans ou 4 ans. Et donc, j'ai contacté parce qu'il me semblait intéressant aussi de pouvoir avoir son éclairage sur ce qui se passe dans le cerveau avec des pratiques ludiques et de façon générale par rapport à l'apprentissage. Voilà, donc je vais le laisser exposer son intervention et je bascule tout de suite sur le partage d'écran. Merci. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je vais essayer de vous montrer finalement comment le jeu peut être un vecteur de l'apprentissage et du développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent. En essayant à chaque fois, alors je ne vous parlerai pas que du jeu, je vous parlerai aussi des processus transversaux qui sont impliqués dans les apprentissages, et à chaque fois j'essaierai de vous montrer comment on peut essayer d'utiliser une situation ludique pour essayer de travailler sur ces mécanismes transversaux. Là où moi, j'ai entendu des choses extrêmement intéressantes ce matin, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur l'idée que le jeu a un statut un peu particulier dans l'école, mais je pense qu'il a un statut particulier parce qu'il y a un manque cruel d'explicitation sur les processus qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Alors c'est un paradoxe à partir du moment où effectivement rien n'est explicité à l'enfant. À partir du moment où vous explicitez finalement à l'enfant quels sont les processus psychologiques qu'il engage dans la situation d'apprentissage, à ce moment-là, il peut comprendre comment le jeu, finalement, peut être un moyen de développer ce type de processus qui sont importants dans les apprentissages. Et vous levez une partie du paradoxe. Et je crois que c'est aussi ça l'enjeu, c'était finalement d'expliciter beaucoup plus fortement, non pas, je dirais, la situation d'apprentissage en elle-même. Quand on parle de pédagogie explicite, on entend beaucoup parler finalement de dire qu'il faut s'intéresser à la forme de la situation pédagogique. Je pense que c'est un écueil. Il faut s'intéresser au fond. Et le fond, c'est les processus psychologiques qu'on engage dans la situation d'apprentissage. Processus psychologiques, neurocognitifs, neuro-socio-émotionnels qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Donc c'est plutôt ça dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Donc je vous parlerai du cerveau évidemment un peu, mais j'essaierai aussi de vous montrer finalement comment des situations de jeu qui peuvent être plus ou moins des jeux sérieux ou des jeux moins sérieux peuvent être utilisés finalement pour renforcer des mécanismes qui sont des mécanismes importants dans les apprentissages. Mais c'est évidemment pas suffisant. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment faire jouer des enfants, ils vont développer des compétences, mais si vous ne leur dites pas de façon extrêmement explicite que quand on joue à tel ou tel jeu, on développe telle ou telle compétence qui sont nécessaires dans tel et tel apprentissage, vous ratez quelque chose de la puissance finalement du jeu dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut essayer de faire ça finalement en explicitant cette situation-là. On maximise les chances de transfert, puisque c'est difficile d'obtenir du transfert. Et si vous laissez finalement tout dans l'implicite, tout dans la découverte, vous ratez quelque chose finalement et vous construisez les inégalités éducatives. C'est très clair, les inégalités éducatives, elles se construisent sur les implicites. Donc, expliciter, si vous êtes notamment, si vous êtes dans les réseaux d'éducation prioritaire, l'enjeu c'est l'explicitation. L'explicitation de tous les mécanismes qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Finalement, on a construit un peu un système à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait rentrer les enfants dans les apprentissages fondamentaux avant de leur avoir enseigné les fondamentaux de l'apprentissage. Tant qu'on ne renversera pas finalement cela, on construira des inégalités éducatives. Et c'est pour ça que le jeu peut être aussi un vecteur justement de réduction de ces inégalités éducatives. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut faire cela aujourd'hui. Si vous voulez regarder un peu ce qu'on fait au laboratoire, je vous invite à aller regarder le 21 du Lapsidé, qui est le blog scientifique qui a été lancé par les doctorantes du laboratoire et qui, chaque 21 du mois, essaye d'aborder ces différentes questions, dont la question du jeu, mais aussi la question du cerveau qui apprend à lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui, être créatif et ainsi de suite. Je vais juste commencer rapidement par le cerveau et qu'est-ce que pourrait produire le jeu sur le cerveau. On n'a pas forcément énormément de données là-dessus. On sait qu'effectivement, l'environnement va avoir un effet sur le cerveau en développement. On sait aussi que ce cerveau, c'est ce que vous voyez à gauche, cette courbe de croissance cérébrale, finalement, ce n'est pas une croissance qui est totalement synchrone dans les différentes régions cérébrales. Elle s'opère de façon un peu asynchrone, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une seule courbe de croissance comme pour le poids ou la taille, pour le cerveau, on a plusieurs courbes de croissance parce que finalement, ce cerveau va se développer à différents rythmes dans différentes régions cérébrales.
avec en gros une croissance qui est postéro-antérieure, avec d'abord les aires sensorimotrices qui vont finir leur maturation le plus rapidement, et puis des zones qui vont continuer leur maturation extrêmement longtemps dans le cerveau humain, notamment ce cortex qui est juste derrière votre front, le cortex préfrontal, qui est engagé dans l'ensemble des processus de haut niveau. Et notamment, on parlait des échecs tout à l'heure, cette question de la planification des stratégies, elle est sous-tendue par la maturation, notamment de ce cortex préfrontal, qui va finir sa maturation très tardivement. Il faut bien prendre conscience que pendant tout le temps où les élèves vont rester dans le milieu, finalement dans l'éducation formelle, leur cerveau sera en développement. Jusqu'à 20-25 ans, un cerveau est toujours en développement, donc on est toujours un adolescent jusqu'à 20-25 ans. On peut même l'être encore un peu plus tard, mais d'un point de vue cérébral, on reste un adolescent jusqu'à 25 ans, ce qui peut expliquer un certain nombre de comportements d'adolescents ou d'étudiants qui sont à l'université. En tout cas, c'est le cas dans mon laboratoire. La deuxième idée forte, c'est de dire qu'il y a toute quand même une période de l'apprentissage de l'enfant qui se fait par le jeu. Si on regarde les premiers apprentissages de l'enfant, ils sont essentiellement construits sur le jeu. Et aussi parce qu'il est à des moments de sa croissance cérébrale, entre 0 et 3 ans, où cette croissance cérébrale va être extrêmement rapide. On a plusieurs centaines de milliers de connexions qui peuvent se créer parfois à la seconde et à la minute entre les neurones, dans un système qui est quand même complexe à comprendre, puisque je vous rappelle qu'un cerveau humain, c'est 86 milliards de neurones, 10 fois plus de la population mondiale, toutes les étoiles de l'univers, connectées entre eux par 1 million de milliards de connexions. Donc autant vous dire que c'est un système un peu complexe, c'est le système biologique le plus complexe qu'on connaisse, et donc on a effectivement encore peu de connaissances sur le cerveau humain, mais on sait qu'il est très sensible à son environnement et que effectivement des environnements ludiques, par le plaisir qu'ils peuvent apporter, vont être des mécanismes en tout cas importants de l'apprentissage. Et quand on pense un peu au jeu, notamment chez le jeune enfant, c'est finalement très probablement une situation qui constitue les briques de base de l'ensemble de nos apprentissages futurs. Quand vous jouez, vous apprenez des règles, vous apprenez à respecter votre tour, vous apprenez un ensemble de règles sociales et cognitives qui vous permettent ensuite de vous engager dans des apprentissages. Encore une fois, tout ça reste de l'implicite. Et c'est tout l'enjeu, c'est pouvoir montrer que finalement, dans ce jeu, je vais développer telle ou telle compétence que je peux ensuite remobiliser dans une situation d'apprentissage. Encore une fois, si vous ne le faites pas, vous ratez quelque chose de la dimension des apprentissages du jeu. Et donc, finalement, il y a évidemment cette notion de découverte avant l'entrée à l'école, mais tout l'enjeu de l'école, c'est aussi de pouvoir tisser ces fils rouges pour permettre à l'enfant d'accéder finalement à une certaine forme de métacognition, c'est-à-dire une connaissance des processus qu'il engage dans la situation d'apprentissage, de telle manière à ce qu'il puisse les remobiliser dans différentes situations d'apprentissage. Puis je voulais simplement vous dire qu'effectivement, il y a cette période de 0-3 ans, qui est une période évidemment importante, dans laquelle la plasticité cérébrale est extrêmement forte. Plasticité cérébrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau va se reconfigurer extrêmement rapidement au cours des apprentissages, et notamment au cours du jeu. Mais c'est vrai aussi de la période de l'adolescence. On oublie souvent que cette période de l'adolescence, c'est une période de sensibilité à l'environnement qui est quasiment aussi forte que la période 0-3 ans. À l'adolescence, l'entrée dans la puberté va réouvrir finalement une période de sensibilité très très forte à l'environnement, notamment l'environnement social. Et on voit bien là aussi l'enjeu effectivement de cette période-là, où le jeu peut constituer effectivement des situations dans lesquelles on a le droit de se tromper, on a le droit de faire de la comparaison sociale, et ça n'a pas effectivement le même poids que dans la comparaison sociale induite notamment par les notes, puisqu'effectivement, on rentre dans l'adolescence et c'est le moment où on introduit les notes dans notre système éducatif et c'est le moment où la comparaison sociale va s'opérer de façon permanente dans les classes. Et le jeu, c'est aussi une façon de réduire cette comparaison sociale parce que c'est une comparaison sociale qui n'a pas les mêmes incidences d'une certaine manière. Donc on peut finalement jouer sur ces compétences sociales en introduisant le jeu, et ça explique aussi pourquoi à l'adolescence, du fait des spécificités de leur cerveau, il y a une appétence particulière au jeu, tout type de jeux, pas que les jeux vidéo, mais je vous montrerai que les jeux vidéo peuvent être aussi des situations d'apprentissage extrêmement intéressantes, notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et vous dire aussi que cette période de l'adolescence, ce qu'elle crée dans le cerveau humain, c'est finalement un décalage, ou en tout cas elle est produite par un décalage entre deux grands systèmes dans le cerveau humain, le système qui est impliqué dans notre réactivité émotionnelle, dans notre finalement recherche de plaisir, recherche de la récompense, et les parties du cerveau préfrontal qui nous permettent finalement de
de réguler notre réactivité émotionnelle, de réguler nos émotions. Dans l'adolescence, c'est ça, hein, c'est pas ce qu'on peut entendre parfois dans les médias ou par certains de mes collègues psychologues. Elle se définit d'un point de vue neurobiologique. Elle se définit par une asynchronie de la maturation de différents systèmes dans le cerveau. Et ça produit des comportements particuliers à l'adolescence et notamment des difficultés de régulation des émotions. C'est tout à fait normal que les adolescents aient des difficultés à réguler leurs émotions. Donc on peut aussi effectivement imaginer que le jeu est aussi une situation dans laquelle on puisse apprendre à réguler ses émotions avec des incidences qui sont moins fortes que dans d'autres situations d'apprentissage plus formels, dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Parce que réguler ses émotions, c'est dur. Ils n'ont pas du tout l'impossibilité de réguler leurs émotions. Ils n'ont pas non plus l'impossibilité d'apprendre à réguler leurs émotions. Mais c'est difficile, c'est plus difficile pour eux. Et donc il y a aussi cet enjeu-là. Et c'est d'autant plus difficile quand ils sont en groupe, puisque leur sensibilité, d'une certaine manière, la sensibilité de leur cerveau, c'est une sensibilité à l'environnement social. C'est ça leur sensibilité particulière à l'adolescence. Ils sont beaucoup plus focalisés que nous sur les récompenses sociales. C'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent la récompense sociale. On peut chercher d'autres types de récompenses. Eux, leur récompense et ce à quoi ils répondent plus fortement, c'est la récompense sociale. Je vais passer à droite de la diapositive. Je voulais simplement vous dire pourquoi c'est un enjeu finalement d'essayer de penser ces problématiques d'apprentissage, d'explicitation et de voir en quoi le jeu peut être finalement des leviers de l'apprentissage, parce qu'on sait qu'effectivement, l'environnement va avoir des effets extrêmement importants sur la maturation cérébrale. Il ne faut pas du tout opposer, je dirais, les sciences des apprentissages, les sciences du cerveau et les questions sociologiques qui entourent les problématiques d'apprentissage et d'éducation. Si vous vous intéressez au cerveau en développement, vous vous intéressez forcément à l'environnement, puisque ce cerveau se développe pendant plus de 25 ans en dehors du ventre de la mère et qu'il est donc effectivement, évidemment, sensible à l'environnement dans lequel l'enfant va se développer. Juste pour vous montrer un exemple de cela, ici ce que vous voyez représenté, c'est l'ensemble des zones dans le cerveau humain qui sont affectées par le milieu social d'origine de l'enfant. Donc ce n'est pas quelque chose d'éthéré, hein, le milieu social d'origine de l'enfant, ce n'est pas simplement une construction sociale, c'est fondamentalement, et ce pourquoi ça a des effets sur les apprentissages de l'enfant, c'est parce que ça affecte son cerveau en développement. Et ce que vous voyez sur ce cerveau, tous ces systèmes neurocognitifs, c'est les systèmes neurocognitifs qui sont impliqués dans les apprentissages, sans exception. C'est les zones du langage, c'est les zones de la réactivité émotionnelle, c'est les zones de la mémorisation à long terme, c'est les zones de l'apprentissage des règles. Donc, si vous venez, et c'est vrai, dès 4 mois après la naissance. Dès 4 mois après la naissance, en fonction de votre milieu social d'origine, votre cerveau va se développer différemment. Donc c'est tout l'enjeu aussi, c'est effectivement de penser des situations d'apprentissage qui permettront de renforcer certains de ces processus et certains de ces systèmes neurocognitifs et socio-émotionnels dans le cerveau humain, de telle manière effectivement à compenser le poids du milieu social d'origine de l'enfant. Et ça, c'est possible puisque notre cerveau a cette caractéristique incroyable, c'est qu'il peut se reconfigurer très rapidement à tous les âges de la vie pour prendre en charge les apprentissages. C'est ce que vous voyez au milieu de cette diapositive. Si vous apprenez par exemple le jonglage, qui est une activité ludique, vous avez des transformations en réaction de votre cerveau, notamment dans les aires qui sont impliquées dans le suivi des objets en mouvement dans votre champ visuel. Vous développez une compétence une compétence sensorimotrice, et en réaction, vous avez une transformation de votre cerveau. D'accord ? Et donc, c'est aussi un des enjeux. C'est en quoi on peut essayer de penser le jeu comme une modalité, finalement, de réduction de ces inégalités éducatives, encore une fois, entendu que vous explicitiez les choses. C'est-à-dire que si vous faites simplement jouer, et que derrière, il n'y a pas d'explicitation des compétences que vous avez développées dans le jeu, et en quoi ces compétences peuvent être remobilisées dans la situation d'apprentissage, alors ça ne sert à rien. Enfin si, ça sert pour finalement le jeu en lui-même, et c'est aussi un enjeu. Mais en tout cas, si vous vous dites que c'est une modalité finalement de développer des compétences qui seront ensuite réactualisées dans les savoirs, dans les apprentissages fondamentaux, alors il faut que vous traciez finalement ces fils rouges entre la situation ludique et la situation d'apprentissage. Et vous verrez qu'on peut le faire sur différents types de situations d'apprentissage. Alors attendez, il faut que je jongle un peu sans que je fasse trop de bêtises.
Bon, si ce cerveau se développe de façon assez dynamique en interaction avec l'environnement, ça a aussi un effet sur le développement cognitif et sur les apprentissages de l'enfant. Je voulais simplement passer très vite là-dessus, mais ça renvoie finalement aussi à cette notion de quand on utilise le jeu, pourquoi ça n'a pas les mêmes effets chez tous les enfants? Parce que finalement, il est très probable que l'hétérogénéité soit la norme du développement. Et pendant très longtemps, je dirais très influencé par le modèle piagétien, on a pensé finalement, c'est ce que disait Piaget d'ailleurs, il disait tous les enfants du monde passent par les mêmes stades, aux mêmes âges, il n'y a rien de plus en contradiction avec les observations que vous pouvez faire dans votre classe. Non, en fait, Piaget s'était trompé, le développement cognitif, c'est un développement qui est extrêmement hétérogène, les trajectoires développementales vont varier d'un apprenant à un autre, d'un élève à un autre, d'un enfant à un autre, et les trajectoires d'apprentissage varient aussi d'un apprenant à un autre. C'est la norme. La norme, c'est l'hétérogénéité. Donc, quand on pense une situation d'apprentissage, une situation ludique, une situation par le jeu, il faut bien avoir conscience que ce ne sera pas forcément les mêmes effets chez tous les apprenants. Les courbes d'apprentissage vont être différenciées, même dans cette situation ludique, et c'est parfaitement normal parce qu'on apprend tous à des rythmes un peu différents, on apprend tous avec des temporalités différentes, et notre développement cognitif peut varier d'un individu à un autre, et encore une fois, ça c'est l'hétérogénéité normale, observable chez tous les individus, et contrairement à ce que pensait Piaget, Piaget s'est trompé pour plein de raisons, mais l'une de ces raisons-là, c'est qu'il n'avait pas vu finalement la dynamique des différences interindividuelles dans les trajectoires développementales. Bon, simplement pour vous dire que parfois il y a des petits décalages dans nos connaissances communes sur le développement cognitif de l'enfant. Ça fait à peu près 50 ans qu'il n'y a plus aucun laboratoire de psychologie de développement qui utilise le modèle piagétien pour conceptualiser le développement cognitif de l'enfant. Mais ça reste encore, en tout cas, je peux parler de l'Inspé de Paris puisque je la connais, ça reste encore très fortement, souvent le seul modèle auquel sont exposés les futurs enseignants, et donc ils pensent le développement cognitif aussi à partir de ce modèle-là, ce qui est un problème, puisque si vous essayez d'adapter vos situations d'apprentissage aux fonctions du développement cognitif de l'enfant et que vous vous dites qu'il ne peut pas accéder à certaines compétences parce qu'il n'a pas encore développé sa pensée abstraite, vous faites une erreur puisque le bébé a déjà accès à plein de compétences et une compréhension extrêmement abstraite du monde. Et donc encore une fois, Piaget s'était trompé sur plein de choses et c'est normal, en science, on a des modèles, on développe, ces modèles nous permettent de faire des hypothèses et parfois elles sont plus ou moins validées. Bon, en l'occurrence, chez Piaget, un certain nombre de choses qui ne tiennent pas, et aussi cette idée que quand on est adulte, on arrive à raisonner de façon logique, quel que soit le contexte. Je pense que si vous voyez ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid, vous voyez que l'irrationalité est parmi nous et que même en tant qu'adulte, on est encore capable d'irrationalité. Donc Piaget s'était trompé, c'est pas grave, ça arrive. Donc on a d'autres modèles du développement dans lesquels on essaye de penser le développement de façon beaucoup plus dynamique et non linéaire. Le fait de dire que les trajectoires développementales sont différentes, le fait de dire que les trajectoires d'apprentissage sont différentes, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des mécanismes qui sont les mêmes chez tous les individus qui produisent ces trajectoires développementales et ces trajectoires d'apprentissage. Et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui dans les laboratoires de psychologie de développement, c'est de dire bien que les trajectoires soient différentes d'un individu à un autre, ça n'empêche pas d'essayer finalement d'identifier quels sont les mécanismes qui produisent, les mécanismes psychologiques, cognitifs, socio-émotionnels, qui produisent ces trajectoires développementales et ces trajectoires d'apprentissage différentes. Ce n'est pas antinomique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme commun. Si je fais un parallèle, toutes les marées sont différentes et pour autant, elles sont toutes régies par le même principe physique. Bon, c'est exactement pareil pour les trajectoires développementales et les trajectoires d'apprentissage. Toutes différentes, mais régies par les mêmes mécanismes. Et si elles sont régies par les mêmes mécanismes, on peut donc expliciter ces mécanismes aux enseignants et aux élèves. Et c'est ça l'enjeu, d'essayer de leur donner et d'avoir des données là-dessus, et notamment de pouvoir, par le jeu, essayer de développer ce type de mécanisme-là. Donc c'est ça qu'on essaye de faire finalement au laboratoire, c'est de se dire finalement le jeu peut être une situation dans laquelle on développe ce type de mécanisme, et si on les explicite à l'élève, c'est peut-être une façon pour lui ensuite de pouvoir les réengager dans la situation d'apprentissage et dans les apprentissages scolaires fondamentaux. En tout cas, c'est le pari qu'on essaye de faire. Alors, la vidéo était absolument parfaite juste avant. Je veux montrer le type de mécanisme sur lequel on peut jouer. Un mécanisme sur lequel on peut jouer, et que j'ai entendu là dans la vidéo, donc ça me fait très plaisir, la personne demandait, mais finalement,
tu joues aux échecs, est-ce que les échecs, ça ne te permet pas un peu de te maîtriser, de maîtriser ton impulsivité? C'était une des questions qui était posée. Effectivement, alors, je pense qu'il y avait l'élève répondait beaucoup en fonction des questions qu'on lui posait. Hein. Il essayait de se conformer finalement à la question qu'on lui posait. Donc, il disait oui, bien sûr, oui, ça m'apprend à maîtriser, à développer mes stratégies, bien entendu. Mais effectivement, on sait que c'est un enjeu d'apprendre à se maîtriser son impulsivité. C'est effectivement un enjeu pour la réussite éducative. Et donc, on peut aussi se poser la question de se dire, si la maîtrise de soi, c'est si important pour la réussite éducative, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des jeux qui permettent de développer cette maîtrise de soi? Parce qu'on ne va pas forcément la travailler dans les apprentissages scolaires. Mais on sait par exemple que apprendre à se maîtriser son impulsivité, si vous voulez penser à un jeu qui permet de faire ça, 1, 2, 3 soleil, ça permet de faire ça très bien. Quand vous jouez à 1, 2, 3 soleil, c'est précisément ce que vous faites. Alors, comment on sait que la maîtrise de soi, ça joue sur la réussite éducative? On utilise des approches longitudinales. On va suivre les mêmes enfants dans le temps. Ici, des enfants à partir de 3 ans. Vous voyez que c'est une étude qui a commencé dans les années 70 et sur laquelle on a eu des résultats à partir des années 2000. Nous, il y a aussi tout ce temps de ce décalage finalement entre la recherche en train de se faire et puis les problématiques que vous avez sur le terrain. Donc c'est pour ça parfois qu'on arrive avec des réponses avec 5 ou 7 ans de retard avec les questions que vous vous posez. Mais c'est juste parce que ça prend un peu de temps de faire de la recherche dans ce domaine-là. Comment on essaye d'évaluer l'impulsivité des enfants? Vous pouvez l'utiliser avec différents types d'approches, soit des questionnaires, mais vous pouvez utiliser une tâche qui est fréquemment utilisée en psychologie de développement, qui s'appelle la tâche de gratification différée, qui est une tâche en fait, si vous voulez regarder ce que ça donne sur YouTube, vous tapez test du marshmallow. Le principe est le suivant, vous donnez une guimauve à l'enfant et vous lui dites tu peux manger la guimauve maintenant ou si tu attends quand je reviens je t'en donne une deuxième. À ce moment-là vous sortez de la pièce et vous regardez ce qui se passe dans la pièce quand vous n'êtes pas là. D'accord ? Alors ça paraît une tâche toute simple, c'est assez difficile finalement parce qu'il faut résister à la récompense immédiate pour obtenir quelque chose de plus important dans le futur. C'est aussi un choix stratégique. Et c'est un choix stratégique qui est fait spontanément par l'enfant. Et en fait, dans plein de jeux, on est dans des situations comme ça. Est-ce que finalement, on va vers la réponse immédiate qui nous permette de gagner tout de suite le plus de points? Ou est-ce que finalement, on n'a pas intérêt plutôt d'avoir une stratégie de détournement pour obtenir quelque chose de plus important dans le futur? Donc, il y a toute cette dimension-là aussi dans le jeu. Parfois, il faut effectivement résister, je dirais, au fait de prendre la route la plus rapide pour obtenir finalement quelque chose de plus important dans le futur. Et ce que montre cette situation, c'est que globalement, vers 3-4 ans, les enfants sont déjà en mesure de contrôler leur impulsivité. Alors, ils ne vont pas au bout de cette expérience. Elle est un peu particulière, cette expérience, parce que vous ne savez pas combien de temps dure le délai. Donc, en gros, vous restez dans la salle et vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est évidemment compliqué. Et comme ça dure 15 minutes, vous avez évidemment un certain nombre d'enfants qui mangent le marshmallow et qui ont du mal à attendre avant de manger le deuxième marshmallow. Et puis, vous avez évidemment un effet développemental et des effets de variabilité interindividuelle forte. Et c'est ça qui nous intéresse. Finalement, il y a une variabilité interindividuelle dans ce domaine-là. Est-ce que ça pourrait être prédictif ou pas d'une variabilité interindividuelle en termes de réussite éducative ou pas du tout? Et donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont mesuré cette capacité à se maîtriser entre 3 et 11 ans, mais ils ont aussi mesuré le quotient intellectuel de ces enfants-là et leur milieu social d'origine. Et puis ensuite, ils suivent ces enfants jusqu'à l'âge adulte et ils regardent finalement à l'âge adulte, je ne veux pas me focaliser sur l'adolescence, mais finalement à l'âge adulte, est-ce qu'on ne peut pas essayer de mesurer la variabilité chez ces adultes en termes de santé physique, santé mentale, bien-être et réussite professionnelle? Donc on n'est pas que sur la réussite scolaire. On va au-delà de ça, on est sur la réussite éducative, opérationnalisée ici par santé physique, santé mentale, bien-être et réussite professionnelle. Et comme tout ça, c'est la même cohorte qu'on a suivie dans le temps, on peut se poser la question finalement, mais lequel de ces 3 facteurs est le plus prédictif de cette variabilité observée à l'âge adulte en termes de réussite éducative? Est-ce que c'est plutôt le quotient intellectuel? Est-ce que c'est plutôt finalement le milieu social d'origine? Ou est-ce que c'est plutôt cette capacité à se maîtriser? Ce qui explique le moins la réussite éducative, c'est le quotient intellectuel. C'est un peu un paradoxe, parce que notre système éducatif, il passe son temps à renforcer les capacités cognitives des élèves. Sauf que si ça, c'est pas le plus prédictif de la réussite éducative, c'est peut-être pas les seuls domaines sur lesquels il faut travailler. Il faut peut-être travailler sur d'autres domaines. D'où l'importance du jeu, parce que dans le jeu, on développe aussi des compétences socio-émotionnelles. Et c'est peut-être aussi ça un des enjeux, puisque ce que montre cette étude, c'est qu'au-delà du statut socio-économique, qui est évidemment très prédictif de votre réussite éducative, c'est la reproduction sociale, mais même quand vous contrôlez pour les effets de reproduction sociale, ce qui est le plus prédictif de votre réussite éducative,
Encore une fois, c'est bien ça l'enjeu des systèmes éducatifs. C'est pas de réussir dans le système éducatif, on s'en fout complètement. C'est une fois que vous êtes sorti du système éducatif, est-ce que vous avez toutes les compétences pour réussir en tant qu'adulte, citoyen, dans la société. Donc l'enjeu, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui est prédictif de la réussite éducative. Dans ce contexte-là, ce qui est prédictif de la réussite éducative, c'est vos capacités de maîtrise de soi. Et ces capacités de maîtrise de soi, c'est l'un des 4 grands domaines de ce qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles, les compétences psychosociales, les compétences socio-comportementales, tout ça, ça revient à la même chose. Hein. C'est juste tout ce qui relève finalement d'un autre champ de compétences. Et donc, tout l'enjeu, c'est de se dire, mais comment on arrive à développer ce type de compétences? Et ce qu'on sait, c'est que si vous voulez développer les compétences socio-émotionnelles, psychosociales, socio-comportementales, il faut avoir des temps dédiés pour cela. C'est le seul moyen que ça marche. Vous ne pouvez pas simplement le faire dans votre situation d'apprentissage au cours des apprentissages scolaires fondamentaux. Il faut le faire aussi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir des temps dédiés pour développer ces compétences socio-émotionnelles. Et le jeu, c'est une situation absolument paradigmatique où on peut entraîner ce type de compétences socio-émotionnelles. Parce que c'est ce qu'on fait dans un jeu. On apprend à gérer sa frustration, on apprend à gérer son tour de jeu, on est obligé de respecter un certain nombre de règles, on est obligé aussi de comprendre les intentions des autres, si on est dans un jeu de stratégie par exemple, et que tout ça, ça participe à la construction de ces compétences socio-émotionnelles. Dans la mesure où vous expliquez aux apprenants qu'ils sont en train de les développer. Sinon, ils n'en ont aucune idée. Donc il va falloir expliciter ça aussi. De la même manière, quand vous les faites travailler en groupe, en coopération, dans des apprentissages scolaires fondamentaux, si vous ne leur dites pas que vous les mettez dans une situation de travail collectif ou en coopération ou en situation de coopération, et que c'est aussi un moyen de développer ce type de compétences chez eux dans une situation d'apprentissage des fondamentaux, vous ratez quelque chose de la dimension éducative de cette situation-là. Donc encore une fois, il faut expliciter cela. C'est le seul moyen de se rendre compte qu'on est en train de développer ces compétences. Donc c'est vrai dans le domaine des compétences socio-émotionnelles, mais c'est vrai aussi dans un domaine plus cognitif. Et en fait, il y a plein de situations dans lesquelles on s'engage, dans lesquelles on a besoin de contrôler un certain nombre d'automatismes. Et encore une fois, le jeu, et vous verrez qu'on peut utiliser le jeu comme un vecteur d'entraînement de ses capacités à résister aussi de façon cognitive à certaines stratégies qui sont non pertinentes dans un certain nombre de situations. Parce que c'est aussi ça la situation d'apprentissage. Vous avez des stratégies, un répertoire de stratégies auxquelles vous avez accès, il faut sélectionner la bonne stratégie. Et généralement, dans un certain nombre de situations, dont les situations sur lesquelles je vais beaucoup revenir aujourd'hui, qui sont les situations problèmes. Bon, je vais vous faire participer un peu, parce que si je me dis qu'il faut que je vous mette en situation, je vais vous faire jouer un tout petit peu. Ce n'est pas un jeu super drôle, hein, je vous dis tout de suite. Le caractère et la dimension ludique est relative, on va dire. Je vais vous demander, est-ce que vous voyez les mots à l'écran tout au fond? Ouais, super. Je vous donne la consigne. Parce que, bon, généralement, je me fais engueuler parce que mes consignes ne sont jamais très bonnes, mais je vais essayer de donner les bonnes consignes. Il faut lire les mots qui sont à l'écran à haute voix, le plus rapidement possible, sans se tromper, dans le sens de la lecture, donc ligne par ligne. C'est moi qui donne le top départ. Et quand vous avez fini de lire l'ensemble de la série, vous levez la main. Ça va pour tout le monde? Super clair, ma consigne aujourd'hui. À haute voix. On les lit à haute voix. Ça marche? Et c'est moi qui donne le top départ. Et quand vous avez fini, comme ça, ça me permet de vous chronométrer, et ainsi de suite. Bon, c'est parti. 1, 2, 3, top. Ok, super, vous êtes super rapide. Bon, on voit bien que dans cette situation, il n'y a pas du tout de besoin de finalement gérer des stratégies qui pourraient être en compétition ou des informations qui sont en compétition. Vous êtes des lecteurs experts, vous utilisez la voie directe de la lecture qui va directement de vos aires visuelles à votre cortex frontal et vous accédez au sens du mot. Et donc, vous lisez tout ça très rapidement. Je vais vous mettre dans la situation, évidemment, il va falloir que vous résistiez à une information non pertinente dans la situation, et vous verrez qu'il y a plein de situations, finalement, d'apprentissage dans lesquelles on met les élèves dans cette situation-là. Et tout l'enjeu, ça va être de se dire, est-ce qu'on ne peut pas travailler aussi sur une dimension ludique autour de ces compétences-là, de telle manière à renforcer ce type de processus? Ok, je vous donne la consigne. Ah oui, attendez, hop, il faut que je vais y arriver. Alors, je ne vais évidemment pas vous demander de lire le mot, je vais vous demander d'identifier la couleur de l'encre dans laquelle on a inscrit chacun de ces mots. Donc pour le premier en haut à gauche, il faut dire
Ok, très bien. Le deuxième, il faudra dire? Ouais, très bien. C'est moi qui... J'étais en train de bugger complètement. Je vais vous demander d'identifier donc la couleur de langue de chacun de ces mots, le plus rapidement possible sans vous tromper. De la même manière, je vais vous donner le top départ. Vous allez faire ça à haute voix, ça va être une cacophonie absolue. Et quand vous avez terminé toute la série, dans le sens de la lecture, vous levez la main. Ça marche? Ça va pour tout le monde? Ouais, on y va? Allez, 1, 2, 3, top. Bon, parfait. Il y a on met beaucoup plus de temps et on s'en rend compte tout de suite que ça va être beaucoup plus complexe quand on est dans cette situation-là. Bon, il y a une variabilité qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on voit une variabilité interindividuelle, vous n'avez pas forcément rendu compte, mais vous ne levez plus du tout la main en même temps. Et puis, la dernière chose, c'est pourquoi c'est difficile cette situation-là. C'est difficile parce que c'est une situation dans laquelle il y a un conflit entre deux informations, l'information portée par le mot et l'information portée par la couleur de l'encre. Et donc ce conflit, finalement, il vous oblige à engager des ressources cognitives et votre cortex préfrontal pour pouvoir résoudre ce conflit. Et donc ça devient plus dur. Ça devient une situation plus complexe. Et finalement, si vous vous dites comment on peut travailler cette dimension-là, il y a plein de jeux de cartes, par exemple, qui permettent d'entraîner cette dimension-là. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Salade de cafard. Salade de cafard, c'est typiquement un jeu dans lequel il est là. Fantastique. Bon, ben voilà, je ne savais pas. Hein, je l'ai dit complètement au pif. Hop, ça tombe bien. Donc, Salade de cafard, c'est des petites cartes dans lesquelles il faut dire le nom de légumes. Et puis, il y a plein de règles qui vous empêchent parfois de dire le nom du légume qui est sur la carte. Donc, si par exemple, il y a 2 fois la tomate, la deuxième fois où la tomate apparaît, vous n'avez plus le droit de dire tomate, il faut dire le nom d'un des autres légumes, et ainsi de suite. Donc, ça entraîne la mémoire à court terme, ça entraîne ses capacités de résistance cognitive, et tout l'enjeu, et celui-là aussi, bazar, bizarre, ça marche aussi, c'est pareil, ça joue exactement sur la même principe. Et il y a plein de jeux, en fait, qui renforcent ce type de compétences. Alors, pourquoi c'est important de renforcer ce type de compétences? Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple dans le domaine du nombre, et puis ensuite, je vous présenterai d'autres exemples de situations problèmes. J'ai pris un exemple canonique, parce que généralement, vous le connaissez toutes et tous. Vous avez généralement été confrontés à cette tâche piagétienne de conservation du nombre. La tâche de conservation du nombre, vous vous rappelez peut-être, elle fonctionne de la manière suivante. Vous avez une rangée de jetons, vous donnez un tas de jetons à l'enfant et vous lui dites bah, « tiens, fais-moi une rangée pareille ». Vers 4-5 ans, ils sont en mesure d'utiliser une équivalence terme à terme pour créer 2 rangées de longueur équivalente et de numérosité équivalente. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer la tâche piagétienne, vous allez lui poser la question de savoir est-ce qu'il y en a pareil, est-ce qu'il y en a autant, est-ce qu'il y en a plus dans la rangée du haut que dans la rangée du bas. Et généralement, vers 4-5 ans, ils sont en mesure de vous répondre qu'il y en a pareil dans les 2 rangées. Et le génie piagétien, c'était de se dire, mais si l'enfant a compris finalement le concept de nombre, ça veut dire qu'il a compris notamment que le nombre peut s'abstraire d'un certain nombre de grandeurs physiques non pertinentes pour la numérosité, comme la longueur. Et donc, il va écarter les jetons dans un des 2 alignements et reposer la même question à l'enfant. Est-ce qu'il y en a pareil dans la rangée du haut que dans la rangée du bas? Est-ce qu'il y en a autant dans les 2 rangées? Et la question, et ici ce qu'observait Piaget, c'est que jusqu'à 6-7 ans, les enfants vont dire « Ah ben non, maintenant il y en a plus dans la rangée du bas. » Bon, sauf certains qui regardent la densité, donc ils vous disent qu'il y en a plus dans la rangée du haut. Mais ils ne maintiennent pas l'équivalence. Alors même qu'ils viennent de vous dire qu'il y en avait autant dans les 2 rangées, à ce moment-là, ils vous disent qu'il y en a plus, soit dans la rangée du haut, soit dans la rangée du bas. Et même quand ils savent dénombrer. C'est-à-dire que si vous leur dites « mais tu ne peux pas compter les jetons », ils comptent les jetons. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a bien 6 là? Non, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais y arriver. Et ils vous disent « oui, mais il y en a plus dans la rangée du haut ou dans la rangée du bas ». D'accord? Donc ils ont une compréhension relative et du dénombrement et du nombre. Et donc la question qui se pose, c'est finalement sur quoi repose cette capacité à réussir la tâche de conservation du nombre piagétienne. Piaget disait bah, c'est un nouveau stade de développement de la pensée logique. Sauf que le paradoxe ici, c'est que si vous étudiez des bébés sur une tâche relativement isomorphe, vous vous rendez compte que les bébés, dès 4 mois, ils ont compris qu'il y a une invariance du nombre par rapport à la longueur. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ce que mesure cette tâche piagétienne, ce n'est pas un nouveau stade de développement. C'est la capacité à un moment du développement
d'être en mesure de résister à un automatisme et une stratégie automatique dans votre cerveau qui est longueur égale nombre. Et longueur égale nombre, on l'utilise en permanence. Dès qu'on fait de la quantification approximative d'objets dans notre environnement, on utilise longueur égale nombre. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous êtes avec votre voiture et que vous choisissez la rangée au péage, vous utilisez longueur égale nombre. Vous ne vous embêtez pas à compter toutes les voitures. Bon, vous voyez que c'est une stratégie qui ne marche pas forcément. En tout cas, pour gagner du temps. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc, ce qu'a fait Olivier Houdet, qui est l'ancien directeur du laboratoire au milieu des années 2000, c'est qu'il s'est posé la question de savoir, mais finalement, quels sont les processus qui sont engagés dans cette situation d'apprentissage? Est-ce que c'est une situation purement numérique? Est-ce que c'est finalement une tâche purement numérique? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres processus qui rentrent en jeu dans ce contexte-là? Et ce que montrait Olivier, c'est qu'évidemment, quand vous regardez le réseau qui est activé dans la réussite à la tâche de conservation du nombre piagétienne, oui, il y a une partie du réseau qui relève des traitements numériques des objets dans l'environnement, c'est le sillon intrapariétal, c'est en gros une partie de votre cerveau qui est à peu près là, mais il y a d'autres régions qui sont impliquées, et notamment une région en rouge ici, qui est la région qui est impliquée dès qu'on est en train d'essayer de résister à certains automatismes de pensée. Donc la tâche piagétienne, c'est les deux. C'est une tâche de quantification, mais c'est aussi une tâche dans laquelle on essaye de résister à des stratégies en compétition. Et en fait, qu'est-ce que c'est la tâche piagétienne? C'est une situation problème. Et comme toute autre situation problème, elle implique des stratégies en compétition dans le cerveau qu'il va falloir essayer de maîtriser et de contrôler. Et donc la question qui peut se poser, c'est comment on essaye d'entraîner ce type de processus de régulation de stratégie dans le cerveau humain. Alors, juste vous montrer que cette stratégie, elle est aussi renforcée pas uniquement dans notre environnement visuel. Voilà le type d'illustration que vous pouvez trouver parfois dans des manuels dans lesquels on apprend le dénombrement à l'enfant et puis, sans s'en rendre compte, on va réintroduire cette notion qu'il y a une relation entre la longueur et le nombre. Et c'est pas un problème en soi, je veux dire. Mais c'est simplement qu'effectivement, il faut en avoir conscience. Ça veut dire peut-être qu'on essaye d'utiliser d'autres types d'illustrations dans la classe ou dans l'environnement dans lequel parfois les objets ne sont pas toujours orientés ou en tout cas organisés sur une ligne horizontale. On peut les distribuer différemment dans l'espace. D'accord ? Et donc une question qu'on s'est posée au laboratoire, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de développer des petites situations, alors pseudo-ludiques, qui nous permettent de savoir où en sont un peu les enfants dans leur orientation, ici c'est en maternelle, en grande section de maternelle, vers le nombre. Est-ce qu'il y a des enfants qui plus spontanément s'orientent vers le nombre? Et en fait, c'est déjà ce que vous observez. Quand vous demandez à un enfant de maternelle de décrire une image, vous avez des enfants qui très spontanément vont vous dire « Ah bah tiens, il y a 3 oiseaux, il y a 2 chats dans cette image. » Et puis d'autres qui vont vous dire « Ah bah je vois un chat, les 3 chats sont roux, les oiseaux ont des couleurs différentes. » Et donc ils ne s'orientent pas forcément vers les mêmes informations. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de développer une petite tâche assez rapide qui nous permette justement de regarder l'hétérogénéité des orientations spontanées des élèves dans une classe de grande section de maternelle, soit vers le nombre, soit vers d'autres dimensions de la situation. Donc on leur donne un petit tas de cartes, on leur dit tu peux soit organiser, tu peux soit mettre la carte sur le tas de gauche, soit sur le tas de droite, tu fais absolument comme tu veux. On ne leur donne pas d'autres consignes, c'est une tâche de catégorisation et de classification spontanée. Et vous avez certains élèves qui vont spontanément mettre les petits points avec les petits points et d'autres qui spontanément vont aller classer les nuages en fonction du nombre de points dans le nuage. Okay ? Puis ensuite, vous pouvez compter le nombre de cartes dans le tas de droite, le nombre de cartes dans le tas de gauche, et ça vous donne une idée de l'orientation spontanée des élèves, soit vers la numérosité, soit vers des grandeurs physiques non pertinentes vers la numérosité. Et ce qu'on s'est posé comme question, c'est est-ce que c'est prédictif de la réussite à la tâche de conservation du nombre piagétienne? Et effectivement, c'est le cas. Ceux qui sont plus orientés vers le nombre, ils ont moins de difficultés et moins d'interférences de la stratégie longueur égale nombre, et donc ils réussissent plutôt la tâche. D'accord ? Donc c'est une façon finalement de passer par une tâche de classification libre pour essayer de montrer que ça explique des trajectoires développementales différentes, notamment dans la réussite à des tâches de conservation du nombre piagétienne, des tâches développementales. Je vais simplement vous montrer qu'on peut essayer d'utiliser des situations pseudo-ludiques. Là, c'est vraiment un jeu sérieux dans lequel on va essayer de tester, par exemple. Est-ce que un jeu autour de la compréhension du nombre peut
favoriser finalement le développement des compétences numériques chez des enfants qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. Ici, on a deux situations, on va contraster deux situations finalement d'apprentissage. L'une où on a des nombres de 1 à 10, vous lancez un dé, ce dé vous dit d'avancer d'une case ou de 2 cases, et ensuite vous avez un petit jeton et vous devez suivre finalement le déplacement de ce jeton de 1 à 10. Okay, et puis on va contraster avec un autre groupe qui joue avec aussi un dé, mais lui, il va jouer sur un jeu des couleurs. Il doit déplacer les jetons en fonction de la couleur qui tombe sur le dé. Ça va? Ouais. Et on va les tester avant et après avoir joué 1 heure à ce jeu-là sur leurs compétences numériques. Et on va essayer de les tester pas simplement juste après avoir joué à ce jeu-là, mais aussi qu'est-ce que ça peut produire 9 semaines après l'arrêt de l'utilisation du jeu. Bon, en gros, quelle que soit la dimension des compétences numériques considérées, vous avez des effets positif de jouer au petit jeu dans lequel c'est simplement, ça ressemble à un jeu de doigts, hein, c'est exactement le même principe qu'un jeu de doigts. Donc si vous jouez à un jeu de doigts pendant 1 heure avec des enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés, vous avez des effets positifs sur le développement de leurs compétences numériques, que ce soit en numération, que ce soit sur la comparaison de la magnitude des nombres, que ce soit sur la reconnaissance des nombres, et ça se maintient jusqu'à 9 semaines après l'arrêt de l'utilisation du jeu. C'est 1 heure. C'est pas très long. Je veux dire, ça vaut peut-être le coup, à ce moment-là, d'essayer de faire jouer à des jeux de loi avec des élèves en leur faisant prendre conscience que c'est une façon de pouvoir développer leur capacité numérique. D'accord ? Donc, on essaye aussi de tester qu'est-ce qui produit quoi. C'est-à-dire que finalement, c'est extrêmement intéressant d'utiliser le jeu pour le jeu, mais si on l'utilise dans une dimension, finalement, pour étayer les apprentissages fondamentaux, la question c'est aussi est-ce que ça produit bien ce qu'on espère que ça devrait produire. Ok, je passe rapidement. Vous dire aussi que ces capacités de résistance à un certain nombre d'automatismes, il faut que je file là, bon, je vais avancer un peu. Hop. Je vais vous parler de langage oral et de langage écrit, simplement vous dire que vous savez qu'on a des difficultés d'apprentissage du langage écrit. Je crois qu'en ce moment, on baigne dans cette question-là avec plein d'informations qui sortent à droite et à gauche là-dessus, en vous disant qu'il y a tout un champ de recherche sur la question de finalement de dire que ce qui est extrêmement important pour l'apprentissage de la lecture, c'est de s'intéresser à la problématique de la reconnaissance des mots. En gros, on n'entend que ça. Il faut faire du décodage graphophonémique. En faisant du décodage graphophonémique, on va avoir des effets positifs sur les apprentissages de la lecture. Mais c'est oublier qu'être lecteur expert, c'est pas simplement faire du décodage. C'est évidemment accéder au sens du texte. Et pour accéder au sens du texte, c'est aussi travailler sur les compétences de compréhension du langage oral. Donc, il faut travailler sur les deux, en fait. Il ne faut pas travailler que sur le décodage, il ne faut pas travailler que sur la question de la compréhension du langage oral. Mais quand on se pose la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire à la maternelle, un des enjeux, c'est effectivement travailler sur le langage oral, puisqu'on sait que le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire au moment où vous apprenez à lire, c'est prédictif de votre capacité d'apprentissage de la lecture. Donc l'idée, c'est pas de dire il faut faire plus de décodage graphophonémique dès la petite section de maternelle, comme ça, ils seront plus à même d'apprendre la lecture. Non, il faut développer les compétences dont on a besoin, qui sont le deuxième champ de compétences qui nous permettent d'être des lecteurs experts. Ça ne veut pas dire qu'au moment de l'apprentissage de la lecture, il ne faut pas apprendre à faire du décodage graphophonémique. Malheureusement, on est dans une langue pas transparente. Et comme on est dans une langue peu transparente, dans laquelle les associations entre les graphèmes et les phonèmes sont extrêmement variables, il faut les apprendre. Et il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on n'arrive pas à apprendre correctement à lire. Je voulais juste vous alerter sur le fait qu'il y a évidemment des effets d'inégalité sociale sur l'apprentissage du langage oral. À 36 mois, c'est-à-dire à l'entrée à la maternelle, quand on regarde les évaluations repères et que tout le monde a l'air très surpris qu'il y ait déjà des inégalités éducatives dans le domaine de l'apprentissage du langage écrit, il suffit juste de regarder ce qui se passe à l'entrée à la maternelle dans le domaine du langage oral. Ici, ce que vous voyez sur la diapositive du haut, à 36 mois, c'est le nombre de mots auxquels a été exposé l'enfant en fonction de son milieu social d'origine. En jaune, vous avez des enfants qui viennent de milieux sociaux d'origine favorisée, en bleu, de milieux sociaux défavorisés. Vous avez 35 millions de mots. Un enfant qui vient d'un milieu social favorisé a été exposé à 35 millions de mots. Quand il vient d'un milieu social défavorisé, il a été exposé à 10 millions de mots. C'est un rapport de 1 à 3,5. Si vous regardez ce que ça produit sur son vocabulaire, encore une fois, fonction extrêmement importante compétence extrêmement importante pour l'apprentissage du langage écrit, c'est 1200 mots, 1100 à 1200 mots pour les enfants qui viennent de milieux favorisés quand ils rentrent à la maternelle, 525 quand ils viennent d'un milieu social défavorisé. Donc c'est là-dessus qu'il faut essayer de jouer. Il faut essayer de se poser la question de savoir comment on fait pour réduire ce gap-là avant qu'il rentre dans
cet apprentissage de la lecture. Parce que s'ils n'ont pas réduit le gap, en fait, peu de surprise, 6 mois après l'entrée au CP, oui, il y a des différences et des inégalités éducatives dans l'acquisition du langage écrit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer en gros qu'on peut définir un certain nombre de principes sur la base de données qu'on a dans la littérature, des principes qui sont très connus, que vous utilisez déjà. Je vais juste en prendre deux. Ce principe de la fréquence, les enfants apprennent ce qu'ils entendent le plus. Donc, il y a un enjeu de réexposer l'enfant aux mêmes mots dans différents contextes, puisque c'est comme ça qu'il apprend le mieux. Il y a cette notion aussi d'interaction. Les contextes d'interaction entre enfants et adultes donnent lieu à des occasions d'apprentissage du langage. C'est exactement ce qu'on entendait tout à l'heure autour de la question de jeu d'échecs, dans lequel l'enseignante disait, mais en fait, c'est une situation qui permet des interactions entre l'adulte et l'enfant, entre les enfants entre eux, et que c'est des situations d'apprentissage du langage oral. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Finalement, de se dire comment on fait pour maximiser les interactions entre l'adulte et l'enfant autour de ces apprentissages, et par exemple dans le cadre du jeu. Parce que dans le cadre du jeu, on peut aborder différents types de vocabulaire. Et puis cette notion de diversité, ils ont besoin d'entendre plusieurs types de mots et de structures syntaxiques de phrases pour apprendre le langage efficacement. Ça, c'est important parce que ça veut dire que même quand on est dans des milieux sociaux moins favorisés, dans lesquels il y a moins de vocabulaire, c'est encore extrêmement important de garder une diversité syntaxique et lexicale des textes, puisque c'est comme ça qu'on apprend le langage oral. Ce n'est pas en simplifiant, c'est au contraire en gardant une diversité de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue du jeu ? C'est exactement ce qu'ont essayé de faire certains chercheurs dans ce domaine-là. Ils ont essayé de changer finalement l'environnement urbain, parce que le jeu, ce n'est pas que dans la salle de classe. On peut évidemment penser à l'intégration un peu plus efficace des différents temps d'apprentissage de l'enfant. Vous savez qu'il passe un tiers de son temps en dehors de l'école, et donc il y a aussi tout cet enjeu des apprentissages qui se font en dehors de l'école. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi là favoriser des activités ludiques qui permettent justement de renforcer ces compétences langagières et ces processus transversaux impliqués dans les apprentissages? Pas que dans l'école, mais dans le cadre péri et extrascolaire. Ici, c'est dans le cadre du mobilier urbain. Ils ont transformé des abribus en espaces d'apprentissage ludique. Il y a 4 types d'activités ludiques pour développer le langage et les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est toutes ces fonctions de haut niveau de votre cortex préfrontal qui vont réguler toutes les fonctions cognitives dans le cerveau. C'est typiquement la mémoire à court terme, les capacités de résistance aux stratégies et aux automatismes que je vous ai présentés tout à l'heure. Tout ça, ça relève des fonctions exécutives. L'adaptabilité, la flexibilité, c'est aussi une fonction exécutive. Donc la question, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser un environnement urbain pour développer ce type de compétences? D'accord ? Et donc, ce qu'ils voient, c'est que quand vous prenez 280 enfants qui utilisent ces différents cet abribus, vous avez plus d'interactions parents-enfants par rapport au terrain de jeu témoin, plus de communication enfant-adulte et des améliorations des capacités langagières de 2 à 36%. Donc, on voit comment le jeu, ça peut réellement être un vecteur pour travailler sur un certain nombre de compétences, dont les compétences langagières de l'enfant, en favorisant finalement les interactions entre les adultes et les enfants. Je suis désolé, je suis obligé d'avancer un tout petit peu. Je vais sauter plein de slides parce que sinon j'aurais absolument pas le temps. Bon, on parle beaucoup de la lecture. La lecture, évidemment, c'est de passer des lettres au graphème, des graphèmes au phonème, des phonèmes au décodage phonologique et à la lecture. Ok, ça, c'est ce qu'on connaît. Mais la lecture, c'est aussi plein d'autres processus qui sont impliqués dans la lecture. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tous ces processus-là, mais il y en a un qui paraît assez évident, c'est l'attention visio-spatiale. Quand vous lisez, vous déplacez votre attention sur le texte. Donc vous avez 2 stratégies quand vous voulez améliorer les compétences de lecture des apprenants. Soit vous allez travailler sur ce décodage graphophonémique, ou sur la conscience phonologique, ou sur des aspects très langagiers, langage écrit, langage oral, ou alors vous pouvez prendre une focale complètement différente. De vous dire, est-ce que je ne peux pas travailler sur des processus de très haut niveau qui sont impliqués non seulement dans la lecture, mais dans tous les autres apprentissages. Et donc, c'est le pari que font un certain nombre de psychologues, c'est de dire, mais peut-être qu'il faut travailler aussi sur ces compétences-là. Et notamment pour les élèves qui ont des difficultés, je ne vais pas forcément travailler que sur les problématiques de langage oral et de langage écrit, et notamment pour les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement associés à l'apprentissage du langage écrit, peut-être que je peux jouer sur des mécanismes de remédiation qui passeraient par développer l'attention visio-spatiale. Et si vous voulez développer l'attention visio-spatiale des apprenants, il n'y a rien de mieux qu'utiliser un jeu vidéo. Il n'y a pas d'autre situation qui marche mieux que d'utiliser un jeu vidéo. Ça marche hyper bien pour développer les capacités attentionnelles.
Alors je sais que ce n'est pas ce que vous entendez que maintenant tous les élèves n'ont plus de capacité attentionnelle, qu'ils ont les capacités de concentration d'un poinçon rouge, tout ça est totalement faux. Il y a une dernière étude qui vient de sortir qui montre que ce n'est absolument pas le cas. Il y a des effets positifs de la pratique des jeux vidéo. Il y a même une étude qui est sortie il y a une semaine qui montrait que les enfants qui jouent jusqu'à 3 heures par jour aux jeux vidéo, c'est énorme, hein, 3 heures par jour, hein, ont des meilleures compétences cognitives que ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Ça veut pas dire... Alors, je vais débugger tout de suite le truc. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo qu'ils ont des meilleures capacités cognitives. Il faut quand même le dire. C'est possible aussi qu'ils aient des meilleures capacités cognitives qui leur donnent un avantage pour jouer aux jeux vidéo. D'accord ? Mais ça veut dire quand même qu'il n'y a pas forcément d'effondrement complet de leur processus attentionnel et cognitif parce qu'ils jouent à des jeux vidéo. Parce qu'ils jouent, je vais dire, 21 heures par semaine. 21 heures par semaine, c'est beaucoup. Hein. Là, on est complètement en dehors de ce qu'on observe parce qu'ils sont en gros 3h50 sur les écrans par jour, mais 3h50 sur les écrans, entre 3h et 4h par jour. Mais entre 3h et 4h, ça ne veut pas dire qu'ils jouent 3 à 4 heures aux jeux vidéo. C'est deux choses un peu différentes. Bon, ici, c'est des enfants dyslexiques. On essaye de tester finalement l'effet potentiellement positif des jeux vidéo. On va contraster 10 enfants qui vont jouer à un jeu vidéo d'action, comme le jeu que vous avez là, qui est un jeu qui se trouve dans le commerce, versus des jeux qui ne sont pas des jeux vidéo d'action. Donc vous essayez quand même d'avoir deux situations ludiques que vous comparez l'une par rapport à l'autre, avec un autre type de jeu vidéo qui peut développer d'ailleurs d'autres compétences. On sait que jouer aux Sims, par exemple, ça a des effets plutôt positifs sur le développement des compétences socio-émotionnelles. D'accord ? Mais là, l'idée, ce qu'on vise, c'est le développement des capacités attentionnelles de ces apprenants. Ils ont 10 ans, ils sont testés sur des tâches attentionnelles et sur des tâches de lecture. Et ici, on regarde et la précision de la lecture et la vitesse de lecture. On va regarder les deux en même temps. D'accord ? Et puis, vous les testez avant, après, comme dans une procédure classique. Vous allez regarder la courbe d'apprentissage. Et si cette courbe d'apprentissage elle est différenciée en fonction de vos deux groupes d'enfants dyslexiques, je vais y arriver. Et ce qu'on voit, c'est ceux qui jouent à des jeux vidéo d'action, AVG, sur ce graphique, progressent plus en termes d'attention sélective, leur capacité à focaliser leur attention sur les informations pertinentes d'une scène visuelle et à distribuer leur attention sur différentes informations dans une scène visuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se transfère à leur capacité de lecture. Donc, on utilise un jeu vidéo, on développe une compétence transverse. En développant cette compétence transverse, on a des effets positifs sur les capacités de lecture. Donc, c'est aussi ça la force du jeu. C'est-à-dire que la force du jeu, c'est de travailler sur ces mécanismes transversaux qui sont impliqués dans tous les apprentissages. Encore une fois, avec l'enjeu d'expliquer ça aux élèves. Parce que sinon, c'est à eux de faire ce boulot-là. Et ça, c'est difficile parce que ça reste un implicite. Pour vous, c'est assez évident, mais ce n'est pas forcément évident pour eux. Donc, il y a aussi toute cette approche métacognitive de ce point de vue-là. On est en train de travailler avec Irène Altarelli, qui est maîtresse de conférence au laboratoire. Elle a travaillé avec une équipe italienne et suisse à créer un jeu, donc celui-là il n'est pas disponible pour l'instant dans le commerce, c'est créer un jeu qui permet justement de cibler les processus attentionnels, les processus de mémoire à court terme, les processus de résistance aux automatismes. Avec l'idée que ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer ce jeu à des mauvais lecteurs. Vous savez qu'il y a 7 fois plus de mauvais lecteurs chez les enfants qui viennent de familles défavorisées, donc il y a un véritable enjeu, si on veut réduire les inégalités éducatives, de trouver un moyen de proposer des choses pour ces enfants mauvais lecteurs. Et surtout, ces mauvais lecteurs, ils sont mauvais lecteurs pour plein de raisons différentes. On n'est pas tous mauvais lecteurs parce qu'on a des difficultés de décodage. On peut être mauvais lecteur parce qu'on a des difficultés attentionnelles, parce qu'on a des difficultés de mémoire de travail, parce qu'on a des difficultés en termes de résistance aux automatismes. Donc ce qu'on essaye de faire à terme, pour l'instant on n'en est pas là, c'est de créer des situations ludiques, des jeux vidéo, qui vont permettre sur le profil cognitif d'un élève de lui proposer finalement un jeu vidéo qui sera ciblé sur les difficultés qu'il peut avoir, avec l'idée qu'il fera peut-être un peu plus de jeux qui sont dédiés au processus attentionnel s'il a des difficultés dans le domaine attentionnel. D'accord ? C'est ça l'objectif à long terme. Évidemment, dans une démarche dans laquelle l'enseignant est évidemment partie prenante, on sait que de toute façon, on apprend mieux au cours d'interactions sociales réelles. Donc, il n'y a pas d'enjeu de remplacer qui que ce soit avec ce type d'approche. Je préfère le dire, que ce soit clair. Le principe est le suivant. Elle a déjà fait cette recherche chez des enfants italiens et c'est extrêmement important de prendre en considération que c'est des enfants italiens dans une langue très transparente, dans lequel c'est beaucoup plus facile d'apprendre à lire. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir, est-ce que ça marche aussi avec des élèves français ? Pas forcément. Mais il faut aussi avoir cette rigueur-là, c'est de tester quand on a des choses qui fonctionnent bien
dans une langue, de savoir si ça fonctionne dans les autres langues. Ce n'est pas forcément le cas, donc il faut le tester, il faut voir si ça fonctionne. Donc, elle teste avant, après et 6 mois après l'arrêt de l'utilisation des jeux. C'est aussi extrêmement important de montrer qu'il y a des effets à long terme. Vous n'allez pas vous engager dans l'utilisation de ce type de dispositif si ça n'a pas des effets à long terme. Ça n'a aucun sens. Je dirais de la même manière, quand vous faites jouer vos élèves, l'objectif, c'est aussi, si c'est pour favoriser les apprentissages fondamentaux, c'est aussi que ça puisse se maintenir dans le temps. Sinon, ça a peu d'intérêt. Donc, on va répartir aléatoirement les élèves en 2 situations d'apprentissage. Une situation d'apprentissage dans laquelle ils jouent au petit jeu qu'on a construit en laboratoire et un jeu qui a été construit au MIT qui s'appelle Scratch, qui permet d'apprendre le codage informatique. Donc, dans les deux cas, ils jouent à des jeux vidéo. Dans les 2 cas, ils développent des compétences, mais des compétences qui sont différenciées. D'accord ? Et puis, on les reteste sur leur capacité attentionnelle et sur leur capacité de lecture 6 mois après. Hop, je vais essayer d'y arriver. OK. Qu'est-ce que ça produit en termes d'attention visuelle? En bleu, vous avez le groupe qui joue au jeu créé par Irène. En vert, ceux qui jouent à Scratch. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre avant et après intervention, vous avez une augmentation des capacités attentionnelles. Et cette augmentation des capacités attentionnelles, elle se maintient jusqu'à 6 mois après l'arrêt de l'utilisation du jeu. On sait que sur les jeux, c'est incroyable ce que ça peut produire comme effet sur les capacités attentionnelles. Et ça se maintient parfois jusqu'à 2 ans après l'arrêt de l'utilisation des jeux vidéo. Donc, c'est vraiment des leviers extrêmement importants pour développer les capacités attentionnelles des élèves. Et l'enjeu ici, c'est que chez ces enfants qui sont un peu en dessous de leur groupe d'âge en termes de compétences de lecture, on a des effets positifs avant et après utilisation du jeu vidéo créé par Irène, avec des effets qui se maintiennent jusqu'à 18 mois après l'arrêt de l'utilisation de ce type de jeu vidéo. Alors, ça fait 4 ans qu'on essaye de faire la même chose avec des enfants français. Ça ne marche pas pour l'instant. Alors, ça ne marche pas pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on était en plein milieu de la crise de la Covid et qu'on a eu un certain nombre de difficultés à suivre de façon longitudinale ces élèves. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que ça ne marche pas parce que le degré de transparence de la langue n'est pas le même. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des processus attentionnels qui soient plus importants en italien qu'ils ne le soient dans l'apprentissage du langage oral en français. Donc ça reste finalement un objet d'étude pour nous. On essaie de comprendre pourquoi. Ce qui nous fait dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien fait, c'est qu'ils n'arrivent même pas à progresser d'un point de vue attentionnel, les élèves français. Donc je pense qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre jeu pour l'instant. Il va falloir qu'on re-regarde ça. Donc on essaye de regarder les données et je vous dirai évidemment ce que ça produit, si ça pouvait produire des effets positifs. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir cette rigueur-là. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut avoir des données pour piloter finalement, ou pour, si ce n'est piloter, en tout cas avoir des données pour se dire est-ce que c'est pertinent ou non d'utiliser des jeux vidéo ou des situations numériques dans la classe, l'enjeu c'est de montrer que c'est vrai dans le pays dans lequel vous l'utilisez. Pas simplement, par exemple, avoir des jolis résultats en Finlande et se dire ah ben voilà, parfait, on va l'utiliser maintenant de façon, on le démettait dans toutes les classes françaises pour améliorer la lecture. Bon, je voulais simplement finir là-dessus, vous dire que je vous ai beaucoup parlé de cette capacité à résister à des automatismes. Je ne vais pas vous dire, mais en fait, ce qu'on a montré au laboratoire, c'est que dans toutes les situations problèmes, que ce soit par exemple pour comparer des nombres décimaux du type 1,4 et 1,342, vous savez que vos élèves ont tendance à penser qu'1,342 est plus grand qu'1,4 parce qu'ils utilisent une stratégie approximative qui est de dire bah, plus il y a de chiffres après la virgule, plus le nombre est grand. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une stratégie automatique qui s'est mise en place au cours d'un apprentissage ultérieur. Quand on a appris à comparer les nombres entiers, vous êtes dans une situation d'interaction de tutelle dans laquelle vous dites, bon, vous voyez, il faut faire le tableau avec les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Très bien. Au bout d'un moment, ils ont vite compris en fait, que plus il y a de chiffres dans un nombre, plus il est grand. Donc, c'est ce qu'ils utilisent. Et comme c'est une stratégie qui est très peu coûteuse pour un système cognitif, ils vont le généraliser à tout autre type de situation, dont les nombres décimaux. Et ça, ce qu'on a montré au laboratoire, c'est qu'en fait, pour réussir à comparer des nombres décimaux, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à résister à l'automatisme. Plus il y a de chiffres dans un nombre, plus il est grand. Et donc, un des enjeux, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de renforcer cette compétence-là chez les apprenants, cette capacité à résister à des automatismes, exactement comme dans le jeu des couleurs que je vous ai fait faire tout à l'heure. Donc, on demande à des élèves de faire le jeu des couleurs avant et après différents types d'interventions. Ici, c'est une étude qu'on a menée sur une plateforme, une communauté pédagogique qui s'appelle Léa.fr. Alors, je pense que ce n'est pas une super idée que ça s'appelle Léa, parce que ça fait une confusion avec les Léa de l'IFE. Mais j'y suis absolument pour rien. Hein. Quand je suis arrivé, ça s'appelait déjà Léa.fr. Mais toujours est-il qu'on travaille avec cette communauté et qu'on a un laboratoire virtuel en ligne et qu'on essaye de faire de la recherche participative et collaborative sur un certain nombre de questions, dont sur cette question-là.
Et ce qu'on essayait de tester là, c'est simplement de se dire, est-ce qu'il y a des petits jeux qui sont utilisés tous les jours, soit dans la salle de classe, soit dans la cour de récréation, qui permettent justement de renforcer ces capacités de résistance aux automatismes. Et ici, on peut penser à 1, 2, 3 Soleil, Jacadi, Ni oui, ni non, tous les jeux de cartes dont on a parlé, Bataflash, Bazar Bizarre et ainsi de suite. Tout ça, c'est des jeux qui permettent d'entraîner ce type de compétences. Et donc, on a un groupe qui, dans chacune des classes, jouait à ce type de jeu, et un autre groupe qui jouait à d'autres types de jeux. Donc, les deux jouaient, mais ils ne jouaient pas forcément avec les mêmes jeux qui développaient les mêmes compétences. Ce qu'on essaye de regarder, c'est est-ce que entre avant et après utilisation de ces jeux, on a un progrès plus important pour le groupe qui joue à 1, 2, 3 Soleil, Jacadi, que le groupe qui joue à d'autres types de jeux. Ils jouaient aussi, voilà les types de jeux auxquels ils jouaient. Et ils jouent ça pendant 6 semaines à raison de 15 minutes par jour, 3 fois par semaine. Et ce qu'on observe, c'est que on a, si vous regardez la partie droite, puisque c'est la partie qui nous intéresse, c'est la partie que vous avez faite tout à l'heure, c'est rouge écrit en bleu, bleu écrit en vert. Donc, c'est justement la situation dans laquelle il faut résister à des automatismes. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui jouent à des jeux vidéo, pas des jeux vidéo, pas du tout, des jeux de société et des jeux du type 1, 2, 3 Soleil progressent plus dans ce domaine-là que ceux qui jouent à d'autres types de jeux. Donc, c'est une façon de vous montrer que ce type de jeux peuvent entraîner des fonctions très transverses qui sont impliquées dans les situations problèmes, mais ce n'est pas suffisant d'entraîner ce type de processus. Ensuite, il manque l'explication métacognitive pour leur dire, tu vois, quand tu joues à 1, 2, 3 Soleil ou le jeu de la statue dans la cour, en fait, c'est exactement le même processus que tu dois engager quand tu veux comparer des nombres décimaux du type 1,4 et 1,342 pour ne pas avoir envie de dire simplement, plus il y a de chiffres après la virgule, plus le nombre est grand. Et si vous faites ça, c'est un vrai levier. Parce que vous avez entraîné ces compétences dans une situation ludique, ils l'ont appris de façon pratiquement implicite, ils l'ont développé de façon implicite dans un cadre ludique, et ensuite on peut la remobiliser dans un apprentissage scolaire fondamental. Donc c'est en gros ça qu'on essaye de faire au labo. Alors il y a d'autres situations qui sont beaucoup plus holistiques. Si vous allez avec Tools of the Mind, c'est une approche pédagogique complexe dans laquelle l'idée, c'est des activités qui sont initiées par l'enfant, des activités notamment ludiques, avec des activités qui vont être guidées par l'enseignant. Il y a tout un travail autour des jeux de rôle. Parfois, on ne pense pas forcément aux jeux de rôle comme un mécanisme finalement de construction de ces compétences socio-émotionnelles, mais c'est effectivement des compétences qui peuvent vraiment être travaillées autour d'un jeu de rôle, mais autour de jeux de rôle très guidés, dans lesquels on va demander aux élèves de prendre finalement des positions et des rôles très différenciés. Et en fait, c'est aussi une situation dans laquelle on va travailler le contrôle de soi dans chacune des activités. Donc, dans chacune des activités, on va créer une situation de telle manière à ce qu'on va travailler systématiquement sur cette capacité de maîtrise de soi. Et puis, il y a tout un travail autour de l'importance du langage intérieur et du langage et de l'apprentissage autorégulé. Je ne vais pas vous faire tous les résultats, mais retenez 2 choses. Ça joue évidemment sur le développement des capacités d'autorégulation. Bon, ça, c'était attendu puisqu'on travaille dessus sur chacune des activités, mais ça a des effets positifs sur la compréhension du langage, sur les capacités de production du langage oral et sur les capacités de langage écrit. Et ça a aussi des effets positifs sur le climat de classe. Donc, encore une fois, c'est toute une séquence pédagogique autour du jeu, et notamment du jeu de rôle, comme une dimension d'entraînement de ces différentes capacités par le jeu qu'on va ensuite systématiquement mettre en œuvre dans chacune des activités pédagogiques. Et puis je voulais juste finir sur cette notion de métacognition par vous présenter une étude qu'on est en train de mener avec Mélanie Pinero, qui est doctorante au laboratoire, et Carlo Baron, qui est sociologue à Sciences Po. Et on essaye de se poser la question finalement de savoir comment on peut entraîner justement ces capacités métacognitives. J'ai passé mon temps à vous dire c'est hyper important d'expliciter les processus qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. La question qui se pose pour nous, c'est est-ce que c'est effectivement important de travailler sur ces compétences-là si on veut essayer de réduire les inégalités éducatives, notamment en agissant dès la grande section de maternelle, voire plus tôt, mais pour l'instant, on en est à la grande section de maternelle. Et la deuxième chose, c'est comment on peut essayer de les entraîner. Donc, on a créé une séquence de 6 à 8 activités ludiques autour des compétences métacognitives. Typiquement, c'est apprendre à faire un puzzle, parce que quand on fait un puzzle, on travaille sa métacognition, on va planifier. Est-ce qu'on commence d'abord par les coins? Est-ce qu'on commence par le bord du puzzle? Et ainsi de suite. Ça, c'est une des stratégies métacognitives. On va travailler aussi dans le jeu sur, finalement, la supervision de l'activité. Quand on est en train de jouer, en fait, on passe son temps à changer de stratégie parce qu'il y a des stratégies qui sont plus ou moins pertinentes. Et puis, il y a cette notion d'évaluation dans le jeu. À la fin d'un jeu,
on va évaluer ce qu'on a produit. Parfois, on s'est trompé, parfois, on n'a pas gagné le maximum de points. Donc, ça va avoir un effet sur la façon dont on va ensuite engager différents types d'activités. Et la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que c'est pertinent de travailler sur ces capacités métacognitives comme un moyen de réduction des inégalités éducatives? Alors, l'étude est en cours. On a 24 classes de REP et de REP+, qui participent cette année à Paris et dans l'académie de Créteil, je crois, puisque c'est Noisy-le-Grand. Est-ce que c'est Créteil? Voilà. Donc dans l'académie de Créteil. Et je vais juste vous montrer ce qu'on a observé l'année dernière. Alors ça paraît très compliqué, mais en fait c'est très simple. On regarde le niveau social d'origine des familles et on regarde à quel point ça explique les différences dans le domaine mathématique ou dans le domaine des compétences langagières de l'enfant. Et ce n'est pas très surprenant, en fonction du milieu social d'origine de l'enfant, en grande section de maternelle, vous avez des effets sur leurs compétences mathématiques ou numériques, on va dire, et sur leurs compétences langagières. Ça, c'était attendu, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle les inégalités éducatives, vous connaissez ça bien mieux que moi. Ce qu'on essaie de regarder, c'est est-ce que, finalement, ces inégalités éducatives en maths et dans le domaine du langage, elles s'expliquent par l'effet des inégalités éducatives sur les compétences métacognitives. Et en l'occurrence, ce qu'on observe, c'est que pour les mathématiques, toutes les inégalités éducatives qu'on observe en mathématiques, elles sont médiées, elles sont expliquées par l'effet des inégalités éducatives sur les compétences métacognitives. Pour le langage, c'est partiellement le cas, mais ça montre qu'effectivement, il y a un véritable enjeu à travailler sur ces capacités métacognitives. Donc bien sûr qu'il faut travailler, je dirais, par le jeu, autour de développer des compétences transverses qui sont impliquées dans tous les apprentissages, mais on ne peut pas se permettre de ne pas aussi travailler la métacognition sur chaque activité ludique qu'on met en place, dans lequel on va essayer de développer telle ou telle compétence, parce que d'une certaine manière, on a choisi de proposer tel ou tel jeu, d'expliciter à l'enfant finalement que ce jeu développe cette compétence-là, et en développant cette compétence-là, elle est impliquée aussi dans tel ou tel apprentissage fondamentaux. Donc ça, c'est un peu le pari qu'on est en train de faire. D'ici 1 ou 2 ans, on devrait avoir des données là-dessus, j'espère d'ici à la fin de l'année, mais comme on a un suivi longitudinal aussi sur le CP et sur le CE1, on va essayer de voir effectivement s'il y a la dynamique de ces inégalités éducatives. On a réellement un effet là-dessus, pas simplement sur l'augmentation globale des compétences métacognitives. Voilà. Donc tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces apprentissages ludiques. Et puis on a développé plein de matériel pédagogique, notamment chez Nathan, sur ces questions-là. Et je vais finir en remerciant l'ensemble... Non, ça marche pas ? Ça veut plus... Ah voilà. L'ensemble des membres du laboratoire qui travaillent avec moi sur ces domaines-là. Merci beaucoup pour votre attention.